J'avais constaté l'année dernière justement des endroits où personne ne venait avant, où c'était un petit peu des endroits secrets, où on venait se cacher. En venant ici, je voulais parler du phénomène de réactance. Réactance, c'est un phénomène psychologique qui est de l'ordre de la réaction émotionnelle, souvent de rejet, et qui est lié à un stimuli. C'est une réponse émotionnelle, donc qui est liée à un stimuli extérieur, qui menace de manière réelle ou non la liberté d'action de la personne. Peu importe le niveau de liberté d'action. Je vais vous donner un exemple. Si je dis à des enfants dans une salle, alors les enfants, vous pourrez jouer avec toutes les peluches que vous avez, donc il y en a des dizaines et des dizaines, sauf celle-ci. Donc je la désigne. Donc là, je pointe du doigt un interdit. Donc je leur prive d'une certaine liberté d'action que de jouer avec une seule peluche, sachant qu'il y en a des dizaines. On va remarquer, peut-être pas tous, mais que la majorité des enfants vont se diriger vers l'interdit. Et donc typiquement, le comportement de réactance est celui des adolescents en fait. Aller vers là où nous interdit d'aller, puisque les adolescents ont tendance à braver les interdits, vouloir explorer d'autres horizons, et puis aussi répondre à une formation, un développement individuel. De la même manière, dans les sociétés, dans les cultures où les libertés individuelles sont très importantes, ont une valeur très importante au sein des structures organisationnelles et puis des schémas de fonctionnement de ces sociétés-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans les sociétés où, par exemple, le groupe, disons la communauté, va primer sur l'individu. Et aussi, elles sont liées à la perception même des libertés. Si c'était une autorité légitime, il ne braverait pas les interdits. Il les intérioriserait. Ou alors, par exemple, si je dis il ne faut surtout pas, donc à un adolescent, il ne faut surtout pas que tu fumes, que tu boives, que tu manges ceci, que tu manges cela. Et donc, le comportement typique qu'on observe, c'est d'aller vers les interdits. De la même manière, si une certaine autorité dit ou interdit, par exemple, de sortir de chez soi de telle heure à telle heure, pour des personnes, par exemple, qui ne sortent jamais de chez elles, donc qui ne sont pas censées être touchées, imaginons, par une très grande menace, toutes ces personnes-là vont braver l'interdit, donc vont augmenter la résistance parce qu'elles vont sentir que la menace de cette liberté d'action va engendrer d'autres restrictions. Donc, par réaction compulsive, on aura tendance à faire le contraire. De la même manière, si je présente, je ne sais pas moi, des boîtes fermées, ou je vais à un endroit avec des personnes et que je leur dis alors vous pourrez venir ici, mais attention s'il vous plaît, donc je vais vous présenter quelque chose, mais il ne faut surtout pas ouvrir cette boîte. Les gens demanderont pourquoi. Je dis non, c'est un interdit primordial. Ou alors je mets une étiquette dessus, il est strictement interdit de passer, il est strictement interdit d'ouvrir cette boîte, ou il est strictement interdit d'aller dans cette salle ou d'ouvrir cette porte. C'est la même chose. On porte attention sur un interdit qui, à la base, si ça se trouve, la personne ou les personnes n'auraient jamais remarqué cette porte-là. Les données expérimentales de la psychologie sociale sont surtout utilisées dans le domaine du marketing et de la politique. Elle a été théorisée par des psychologues, structurée, théorisée
de telle sorte à ce qu'ils expérimentent et qu'ils prouvent l'existence de cette réactance et qu'ils lui donnent un nom et qu'ils la mettent en fait en lien avec toutes les techniques de communication, par exemple dans les techniques de persuasion, dans la communication en général, que ce soit dans le marketing, publicité, politique, etc. On utilise beaucoup les données expérimentales de la psychologie, notamment la psychologie sociale, qui est un outil formidable pour les manipulations à travers différentes connaissances de la psychologie humaine. Donc la psychologie, ce n'est pas uniquement pour aider les personnes. Une manipulation n'est pas forcément entre guillemets négative, puisque tout le monde manipule tout le monde. C'est juste qu'elle a des connotations négatives parce qu'elle va aller dans la direction de celui qui a en quelque sorte le pouvoir, un ascendant sur la personne ou les personnes qui sont manipulées. Exemple, des parents manipulent leurs enfants à travers différentes techniques pour leur bien, par les mêmes techniques de manipulation, que ce soit par le détournement d'attention, persuasion, etc., etc. Il y a différentes techniques. Souvent, c'est pour savoir pourquoi c'est interdit, mais aussi pour pouvoir contrer la menace de la liberté d'action qu'ils ressentent, donc qu'ils perçoivent. Et donc, par rapport à cette réactance, en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, à savoir, il y a quelque part la menace perçue. Il y a ce paramètre-là qui est essentiel. Dans quelle mesure la menace de la restriction de cette liberté d'action est perçue. Donc c'est la perception de la menace qui est intéressante ici. La crédibilité ou non de la source de la menace. Si votre voisin vous dit vous ne pouvez pas sortir de telle heure à telle heure, disons que la crédibilité de la menace de la source n'est pas forcément très convaincante pour pouvoir avoir un effet quelconque sur la personne. Par contre, si c'est une autorité légitime, pour un adolescent, ça pourrait être, ou pour un enfant, ça pourrait être le papa, la maman, donc les parents, et puis les adultes qui ont une certaine responsabilité et autorité. Donc ces endroits-là, très verdurés, très au calme, c'en est un parmi d'autres. Et c'est justement l'avantage que j'aime beaucoup dans ce lieu-là, c'est que les espaces sont grands, sont verts, sont de plus en plus aménagés, mais peu importe. Et donc depuis l'année dernière, en fait l'été dernier, j'étais ici, donc l'été 2020, et j'avais constaté énormément de choses liées à la réactance. C'est pour ça le fait de revenir ici me remémorer ces événements-là. Cet espace-là, qui n'est a priori pas très intéressant, ici, tout le long de cet espace, c'est une légère descente donc, qui mène vers les 12 colonnes, tout là-bas. En fait, n'était pas du tout intéressant, il n'était approché par très peu de personnes, soit des coureurs ou des personnes qui étaient de passage. Et il y avait de plus en plus de monde donc, qui venait se poser ici, forcément, puisque ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Et comme il y avait donc ces restrictions-là au niveau des sorties, de la liberté donc d'action, ils venaient chercher des espaces, renouer entre guillemets avec la nature, les espaces naturels, renouer avec le sport, la marche, dès 6 h du matin, même parfois très tôt. Vous voyez là, vraiment le bas des 12 colonnes rempli de personnes qui venaient marcher, monter les escaliers, courir. Certains diraient que c'est justement des choses positives. Pourquoi pas, à condition que ce soit des éléments déclencheurs qui génèrent de bonnes habitudes, des prises de conscience, pourquoi pas. Au contraire, justement, ces événements-là sont faits pour ça, si on le désire, si on le veut. Maintenant, est-ce que ça dure dans le temps? Ça, c'est une autre histoire. Faut-il perdre les acquis pour en percevoir la valeur? La deuxième chose, c'est que il est dommage de constater que c'est lors de circonstances extérieures oppressantes que
des réactions se font suivre. Donc qui dit réaction dit comportement compulsif, qui dit défense psychologique et non prise de conscience profonde. Si tout allait bien, entre guillemets, en surface, dans le monde superficiel, et que l'on prenne conscience tout de même de certaines choses que l'on perçoit de manière invisible, là pour moi ce sont là les vrais changements, entre guillemets. C'est comme si l'on devait être malade pour se rendre compte de l'importance de la santé, de la valeur de la santé. C'est comme si l'on devait être en guerre pour se rendre compte de l'importance de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. C'est comme si on devait quitter quelqu'un, ou on devait voir des personnes nous quitter pour se rendre compte de la valeur de leur présence. Voilà, ce sont en fait ces choses-là en fait, que je mets en avant. Ce ne sont pas les habitudes ou les nouveaux comportements, etc. Puisque l'être humain social, enfin tel qu'il est connu, et d'ailleurs c'est pour ça que il y a tout un plan de communication, des plans d'action qui sont mis en place pour pouvoir orienter l'être humain dans certaines attitudes, parce que l'être humain ne se connaît pas. Et ceux qui connaissent la psychologie et le fonctionnement humain ont beaucoup plus de facilité à orienter l'être humain qui ne se connaît pas, par définition. Et souvent, malheureusement, les orientations ne sont pas bénéfiques à ces êtres humains-là lorsqu'elles sont entre les mains de personnes avares, non conscientes, disons, ignorantes. Alors ce sera forcément plus dans le sens de restriction de l'expansion de l'être. L'espace extérieur est représentatif de l'espace intérieur. Donc lorsque je venais ici, mais tout était tellement sale, on voit un petit peu des restes. Là j'ai l'impression qu'ils ont nettoyé des restes de barbecue, de déchets, de verre, beaucoup de bouteilles d'alcool, de déchets de nourriture, d'emballage. Mais vraiment, c'était devenu vraiment une grosse poubelle. Voilà. De la même manière, donc les personnes qui vont aller, entre guillemets, vulnérables, vont ne pas avoir conscience, vont venir prendre quelque chose, que ces espaces-là, enfin il y a une certaine énergie dans ces espaces-là, on recherche souvent de la sérénité, du calme, d'être entouré de verdure dans cet espace-là, ce qui est un petit peu rare en banlieue parisienne, en région parisienne. Donc ce sont des endroits qui ont beaucoup de valeur. Et lorsqu'on voit des personnes qui sont inconscientes, qui viennent juste exploiter, prendre et puis projeter les déchets intérieurs sur l'extérieur, donc qui n'ont aucune conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir se trouver à cet endroit-là, ça m'avait fait rappeler justement au phénomène de réactance, parce que ce ne sont rien d'autre que des phénomènes compulsifs. Et je connais très bien ces phénomènes psychologiques, puisque mon adolescence était quelque part liée à cette réactance-là. Il y avait des restrictions des libertés, forcément, une incompréhension générale. Il y avait toujours une menace par rapport aux besoins en fait, d'expansion et de liberté, qui souvent est exprimé maladroitement de la part de jeunes, parce qu'ils sont très souvent très mal accompagnés, très mal dirigés, et que l'autorité ne fonctionne pas. Ils donnent beaucoup d'importance à leur liberté d'action, donc aux libertés individuelles fondamentales, qui jalonnent la plupart des sociétés actuelles, notamment occidentales. Pour changer les attitudes d'un groupe, l'émetteur le persuade et ou l'implique en favorisant le sentiment de liberté. Il y a le corollaire de la réactance. Si dans les messages qui pourraient générer ce phénomène de rejet psychologique,
tels que il est interdit de, il faut surtout pas, tu ne dois pas, il faut que, tu n'as qu'à, tu ne dois pas, etc., etc. Donc des messages, un certain vocabulaire coercitif. Il y a des personnes qui vont être sensibles à un certain vocabulaire qui est lié au sentiment de liberté, sans forcément voir toujours, essayer de comprendre, de percevoir ce qu'il y a derrière. Donc d'un côté, on va avoir l'impression que les libertés sont menacées, donc un risque, ce sera la réactance. Et de l'autre côté, on va avoir l'impression, ou l'illusion, du sentiment de liberté pour nos choix. Et donc avec le même message et avec le même objectif de changer une attitude, un comportement, des attitudes et des comportements, on va employer des mots différents. Par exemple, tout simplement, vous les connaissez, ce serait bien de... Il est possible que, peut-être que, pourquoi pas, vous êtes responsable, c'est votre choix, je vous invite à faire preuve de bon sens, etc., etc. Donc ce vocabulaire-là, qui est toujours un vocabulaire qui fait partie des techniques de communication pour pouvoir vous amener à avoir une certaine attitude et un certain comportement, changer les attitudes internes mais aussi comportements externes, il y a plus de chances pour que les personnes qui sont sensibles à ce genre de vocabulaire et de communication vont changer de comportement, donc vers le comportement et les attitudes attendues. Donc parfois, il est plus efficace de caresser dans le sens du poil en donnant l'illusion du sentiment de liberté, plutôt que de miser sur l'interdit, l'autoritarisme et le vocabulaire coercitif. Dans les deux cas, l'objectif sera le même, c'est d'orienter les attitudes d'une personne qui va être influencée par les mots, le vocabulaire. Et souvent, dans certaines études psychologiques, et en plus c'est vrai, on le constate, souvent ce sont les personnes dites éduquées, hein, qui ont plutôt une sensibilité au vocabulaire élaboré, aux techniques orales, oratoires, qui vont être plus sensibles à un vocabulaire justement qui laisse un sentiment de liberté, plutôt qu'aux interdits, parce que la persuasion ne sera pas la même. Elle va faire appel à un système et un schéma différents chez les individus. Donc souvent, ce sont les personnes qui vont octroyer beaucoup plus d'importance à l'autorité et qui vont avoir le sentiment du devoir accompli, du citoyen modèle, du rôle important que chacun doit avoir pour que la société fonctionne et continue de fonctionner. Ce qui implique une croyance, disons une forte crédibilité dans les systèmes d'autorité. Si elles sont dans une posture socio-économique importante, c'est que d'une manière ou d'une autre, elles vont accorder beaucoup plus d'importance au système qui les nourrit et qui leur donne toute leur légitimité. J'ai oublié le nom du film qui parle d'obéissance, au fait, durant l'Allemagne nazie, qui a mené des personnes très éduquées, très intelligentes et sensées, de prime abord, à faire partie de petit à petit du régime nazi, par justement ce sentiment d'appartenance et ce sentiment du devoir, de la responsabilité. Et ce sont souvent des scientifiques, des personnes éduquées, des enseignants, des personnes à la morale élevée. Et je ne me souviens plus le nom de ce film. C'était très intéressant de voir au fait à quel point le comportement humain peut être malléable. Et ce, peu importe le niveau. Et c'est pour cela que la conscience est supérieure. C'est pour cela que la conscience est supérieure à l'intellect. Je crois que c'est même tiré de faits réels.
Donc par rapport à l'autorité, cela questionne énormément sur le principe de conscience individuelle et le principe de justice, le principe d'autorité, le principe de légitimité, le principe de devoir, le principe de morale créé par l'homme dans toute sa splendeur.